La célébrité de Dragon Ball tient dans un concept particulier, la volonté de puissance. Si Dragon Ball est un shonen qui était à la base destiné aux jeunes adolescents masculins, ce qui va nous intéresser c'est le type particulier qui régit l'ensemble de ce manga, le Neketsu. Celui-ci renvoie au sang bouillant des personnages qui composent l'histoire. Le principe qui meut la trame générale est l'accroissement du pouvoir des guerriers. L'idée est donc qu'à travers les péripéties et les combats successifs des héros, cela surpasse les limites apparentes de leur être. Avant d'évoquer la volonté, je souhaiterais vous parler de la puissance. Elle n'est pas seulement physique ni même psychique. Cette puissance n'est pas un avoir, un capital qui pourrait être fructifié. Un personnage comme Sangoku, le héros principal, illustre parfaitement le rapport entretenu avec la puissance. Ce n'est pas sa force qui le caractérise, mais la persévérance vers cette force. Goku détient une personnalité. Dans sa jeunesse, il est plutôt niais et naïf. Avec l'âge, son intelligence du combat prendra le pas sur les autres traits qui le caractérisaient principalement jusqu'alors. Qu'est-ce que cela veut dire? Que l'auteur Akira Toriyama a fait de Son Goku la manifestation d'une puissance qui se répond à elle-même. Tout ce qui fait le Neketsu se concentre dans l'identité de Goku, à tel point qu'au fur et à mesure de l'augmentation de sa force, les personnages qui l'entourent et qui participent à cette progression disparaissent peu à peu dans le décor de cette aventure et n'existent principalement que par les souvenirs qu'ils ont laissés. Qu'est-ce que la puissance alors? Elle est le modélisateur dans le sens où nous retrouvons son effigie dans les différentes formes qu'il exprime. J'ai lu un excellent article sur la problématique de la paternité dans le manga Dragon Ball. Si celui-ci contredit apparemment ce que j'affirme sur ce Neketsu, en essayant d'extraire de cette œuvre une analyse psychologique, assez fine d'ailleurs, cet effort renforce pourtant toujours la puissance que nous essayons ici de définir. En effet, la dualité entre Piccolo, le père adoptif de Gohan, et Sangoku, son géniteur, se base sur la transmission de la valeur du combattant. L'éthos du guerrier recoupe alors l'effigie de la puissance. Combattre, c'est connaître la douleur, vouloir se surpasser, canaliser sa colère, être loyal au combat. Ce savoir technique et éthique n'est pas donné au profit de Gohan, mais de la puissance elle-même. Il ne s'agit pas de faire de cette dernière une personne ou une entité désirante. La trame scénaristique ne prend sens qu'à travers elle. C'est grâce à elle que le Neketsu advient tel qu'il est. Lorsque nous parlons de volonté à travers la puissance, nous ne devons pas faire erreur. Ce n'est pas un souhait ou une préférence de détenir ce que nous n'aurions pas ou pas assez. La volonté, c'est l'activité de la puissance. Elle impacte tout le manga car elle réalise l'histoire en même temps qu'elle-même se rend effective dans cette frise chronologique. Nous découvrons d'abord un jeune garçon, au fin fond d'une forêt, qui fait alors la rencontre d'une jeune fille. Ces deux-là s'en vont parcourir les paysages et les villes. En faisant cela, la puissance s'étend, se déploie, de nouveaux personnages participent au renforcement de la force de Goku. Les combats sont de plus en plus destructeurs, les limites semblent à chaque fois surpassées, sans finalement ne pas l'être suffisamment. C'est pourtant précisément ici que nous pouvons percevoir le développement d'une véritable crise de la puissance. Akira Toriyama a conscience que Dragon Ball ne peut déployer indéfiniment l'augmentation des pouvoirs des personnages. Le manga One Punch Man exprime d'ailleurs à contre-courant du type Neketsu les limites du mouvement que nous venons de décrire. En effet, le héros principal a atteint un niveau tel, et dès le début, qu'il peut abattre ses adversaires d'un seul coup de poing, tuant toute l'intrigue qui devrait constituer l'identité de ce manga. Pourtant, sans faire de spoil, la fin de la première saison nous indique le même processus enclenché que dans Dragon Ball, mais cette fois dans le sens opposé à ce dernier. L'idée est toujours de voir la manière dont la force peut progresser à travers les personnages et les conséquences de cette progression, qu'il s'agisse des gentils ou des méchants. La volonté de puissance ne revendique pas, car cela voudrait dire qu'en elle, il existe une chose qu'elle n'est pas. Bien au contraire, elle s'affirme partout, dans les personnages, dans les lieux de la narration, dans les combats, plus généralement dans la physique du scénario. Nous commençons sur Terre, puis nous partons vers d'autres planètes, puis dans l'univers intergalactique, pour terminer dans un système de 13 univers. Les techniques de combat sont de plus en plus redoutables au point de former des petites étoiles, de jouer avec le temps et in fine de détruire la matière elle-même. Ce processus de la volonté de puissance se réalise dans un mouvement dialectique de décentrement-recentrement. À première vue, la logique du manga paraît prendre un sens unidirectionnel, le gain de force indéfini. En réalité, Dragon Ball se développe dans une dynamique qui fait tendre les capacités des personnages
vers une progression qui paradoxalement régresse proportionnellement. À l'heure à laquelle cette vidéo est réalisée, le manga poursuit son histoire. Désormais, Sangoku est arrivé au stade divin de sa force. Nous pourrions objectivement dire qu'il a énormément progressé par rapport au niveau qu'il avait dans son enfance. Pourtant, à chaque augmentation des unités de puissance du héros, d'autres personnages aussi forts apparaissent, et la physique de l'univers dans lequel il se meut prend aussi une ampleur plus importante. En l'occurrence, les Dragon Ball elles-mêmes, jusqu'alors de la taille de boules de billard, sont devenues des planètes. Assurément, c'est une erreur de penser que gagner en force se réduit à une addition mathématique. En réalité, la volonté de puissance implique la nécessité de se vouloir comme puissance. Or, plus aucune nécessité ne peut advenir si le décentrement ne trouve pas à nouveau un centre. Si Goku dépasse les limites du Super Saiyan, c'est parce qu'il entre dans le cadre de la divinité. Cependant, cette transformation ne peut demeurer sans se concevoir comme l'imitation de la force. Dans ce cas, qui est-ce qui peut être supérieur à la divinité ? Dragon Ball ne pouvait s'achever dans la forme évoluée de la race Saiyan. Bien que légendaire, l'homme à la chevelure dorée n'est pas celui qui a engendré la physique dans laquelle il évolue. La volonté de puissance cherche en ce sens son effigie partout dans le manga. Il faut des dieux, des forces de la nature, qui participent à l'équilibre de l'univers. Il faut des êtres qui s'affirment comme tels et non de simples étangs qui de toute manière n'existent que par l'affirmation d'un être. À chaque progrès des personnages, une nouvelle régression s'effectue. Nous retrouvons constamment un être plus puissant, un danger plus grand, un enjeu plus important. Le référentiel de la force se retrouve à chaque chapitre plus décisif pour le monde. Qu'adviendrait-il si la force de Sangoku parvenait à faire de son corps l'espace de création et de destruction des univers ? Certains personnages sont certes déjà des fonctionnaires de l'univers. Il y a la police intergalactique, mais aussi des Kaioshin créateurs d'astres, des dieux destructeurs, des gardiens des dieux, des oracles, etc. Cependant, cela n'existe que par la volonté de puissance qui se dévoile à travers eux et qui semble bientôt achever le personnage principal. Finalement, l'ensemble du manga tend vers la fusion entre ce qui anime complètement le scénario et ce personnage clé. Goku est encore Goku parce qu'il ne s'achève pas encore dans la volonté de puissance. Lorsque Dragon Ball n'aura plus que comme effigie de cette dernière Sangoku, alors il n'aura plus aucune activité propre, achevée par une puissance qui ne se délivre plus comme telle.